Notre série des prospects pour la draft 2020 continue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au prospect français Théo Malédon. Mais avant ça, petite annonce, le 18 novembre, on est ensemble sur Twitch pendant toute la nuit avec les copains d'envergure, Et un Alex qui est orthophoniste. juste là. Et un orthophoniste. Et un orthophoniste, évidemment, qui viendra de minuit à 1h pour me driver. Et ensuite, nous serons ensemble pour suivre au moins tout le premier tour de cette superbe draft. Oh la vache, je fais 3 fois en 30 secondes, c'est merveilleux. Invité pour la prochaine vidéo. Erwan est là, Alex est là, et ils sont très très chauds de nous parler de notre ami Théo Malédon, qu'on a vu de très nombreuses fois jouer, puisque monsieur est à l'Asvel et qu'il a commencé très tôt. Il a joué en Euroleague, il y a beaucoup de choses à dire, il a été blessé aussi notamment. Ça fait aussi très longtemps qu'on n'a pas vu jouer, tu m'étonnes, il y a eu un confinement entre-temps. Absolument, et là il est à Atlanta, apparemment, aux États-Unis. Ah, il est à Atlanta, ok. Ouais, il est à Atlanta, il bien. s'entraîne à Atlanta, coach perso, il fait de la SQ, voilà, il se prépare pour la saison NBA. On n'a pas encore eu de fuite sur les équipes avec lesquelles il a workout, puisqu'on sait que cette année c'est un peu particulier, il y a que les équipes doivent choisir 10 prospects. C'est-à-dire que d'habitude elles peuvent workout tout le monde, voir les entraînements de tout le monde, interviewer tout le monde en personne, et là avec les mesures sanitaires c'est 10 maximum par franchise, donc ça veut un peu plus dire des choses quand il y a une franchise qui choisit d'interviewer un prospect. En l'occurrence on n'a pas eu encore de bruit là-dessus sur Malédon, mais apparemment il aurait pris 5 kilos de muscle par rapport à ces 83 kilos qu'on voit ici. Sachant que c'était pas le dernier, il était plutôt, pas dire musculeux du tout, mais il était, c'était pas un maigre. Hein. Voilà, mais Pas un mec. Nico Batum qui nous confirmait ça, que Théo avait pris du GAB. Ouais. Bosse, vous parlez souvent d'éthique de travail chez Envergure. Lui, on peut dire que c'est un vrai taffeur. Et là, depuis les quelques mois où il est au State, il chôme pas tonton. Hein. Il n'est pas en train de boire des canettes à Venice Beach, hein, je te le dis. Hein. Donc il bosse, c'est très difficile. il bosse vraiment. Oui, il y a d'autres choses à faire à Atlanta. Hein. Demande à Lou Williams. Mais en tout cas, ouais, là-dessus, il bosse vraiment. Il s'est déjà étoffé physiquement. Sur les quelques vidéos qu'on peut voir sur Twitter de ses workouts, on voit que déjà qu'il s'est vraiment épaissi du haut. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Théo Malédon, tu peux nous expliquer son profil, s'il te plaît? Théo Malédon, ça fait longtemps qu'on l'annonce comme un des futurs grands Français. Il a toujours été en avance sur son âge. Il était très bon en U16, en catégorie jeune. Il a fait toutes les équipes de France. C'est à la base un meneur. Il a la taille et le gabarit pour défendre des postes 2 aussi, ce qui est appréciable. Il a une belle envergure. Je n'ai pas noté ici, mais il me semble que Mike Schmitz avait dit en gros 2,05 d'envergure. 0,5, Donc il a vraiment des très longs bras. Meneur assez cérébral, très organisateur, pas forcément instinctif, mais gros bosseur, donc voilà, qui connaît les lectures à faire selon telle ou telle situation. Pas très physique, c'est pas le plus rapide, c'est pas celui qui saute le plus haut, mais il peut aller très vite en transition parce qu'il a des longs compas. Donc il arrive à faire des longs appuis très, très efficaces. Il peut être très efficace en transition. Le fait qu'il soit de plus en plus costaud, déjà il acceptait assez bien le contact vers le cercle, là il va l'accepter d'autant mieux. Et défensivement, pour l'instant il n'est pas hyper prêt pour défendre des top joueurs NBA, surtout les petits véloces, puisque le fait qu'il ait des longues jambes, il a des hanches hautes, et les gens qui ont des hanches hautes, ils ont du mal à se baisser, donc ils ont un peu plus de mal à bouger latéralement, ça c'est mécanique. Donc il doit prendre du muscle sur le bas du corps pour défendre des joueurs rapides. Défensivement, c'est pas le meilleur, mais il peut être dans la moyenne NBA à terme. Erwan, c'est un joueur qui nous a toujours frappé par son intelligence dès ses premiers pas dans le basket pro français. Exactement. Puis à l'école, à l'Asvel, on est plutôt à bonne école là-dessus. Il a eu quand même Mitrovic, notamment au coaching sur sa dernière saison. Donc je pense que lui, par rapport à... On parlait dans la dernière vidéo d'Anthony Edwards, par exemple, à Georgia. Alors certes, qui était très fort, mais... dans une équipe qui se faisait rouler sur NC. Là, lui, tonton, il a quand même été MVP de la finale de la Coupe de France. En plus, j'avais la chance d'être, moi, courtside. Donc, j'ai pu voir son match-là, ses attitudes défensives et offensives. Je me souviens de ce match-là face au Mans. Il n'avait pas hésité à prendre des responsabilités. Jouer les derniers pick and roll, aller mettre les paniers importants, aller se provoquer pour aller sur la ligne. Il avait fait un match de bonhomme. Et c'était il y a 1 an et demi déjà. Donc, dans un contexte de finale de Coupe de France ou face à des darons. Et déjà là, j'avais dit ah ouais, d'accord. Alors c'est vrai s'il va pas, c'est pas celui qui va le plus vite. Ça veut pas dire qu'il est lent. C'est pas celui qui va le plus haut. Ça veut pas dire qu'il jumpe pas. Mais par contre, il a déjà conscience de ses qualités et où on met la balle et quand est-ce que il y a des moments clés. On se souvient l'année dernière aussi, l'Asvel quand ils vont gagner, je crois que c'est à Belgrade, à l'Étoile Rouge. Il est très fort en fin de match aussi. Il a déjà ce vécu
de haut niveau pour bien gérer des fins de match et des matchs importants. Une finale de Coupe de France, moi, ça m'avait marqué. Et l'année dernière, pareil, quand il revient sur l'une des premières victoires à l'extérieur de l'Asvel en Euroleague, il avait été encore une fois très fort. C'est un mec qui n'a pas peur, qui ne s'échappe pas, qui, malgré un peu sa timidité, ne se cache pas. Et ça, c'est plutôt intéressant pour le futur de sa carrière NBA. C'est un joueur aussi, donc on l'a dit, qu'on connaît depuis très longtemps, en équipe de France jeune, mais en équipe de France A aussi. On se souvient que l'année dernière, lors de l'été 2019, il avait fait toute la prépa, des matchs amicaux aussi avec cette équipe de France. Amical, hein. On dit des matchs amicaux. Des matchs amicaux, tout à fait, et des chevals aussi, c'est important. Il s'était aussi blessé et ça avait complètement ralenti toute sa préparation pour la saison 2019-2020 qui a été tronquée. C'est ce que nous expliquait, on a eu Mitrovic dans le podcast cette année. C'est ce que nous expliquait Mitrovic, qu'aurait clairement préféré qu'il n'y aille pas avec l'équipe de France. En gros, il s'est blessé et c'était un été qui était censé être clé pour sa progression physique, c'est-à-dire aller plus vite, aller plus haut, aller plus fort, prendre du gabarit pour passer au-dessus des écrans. Tina Arena est d'accord avec toi. Là ou pas? Non, allez plus haut, non. Chanson de 97. Oui, j'étais déjà né, Juan. Tu avais 19 ans à l'époque, je sais, mais. 27, pardon. Théo Malédon, d'ailleurs, il n'était pas né à l'époque. Ça, c'est sûr. Excuse-moi, Alex. C'est important de faire les parenthèses sur Tina. Incroyable. La dernière fois que Crazy Stupid Love, la Tina Arena, ne cesse de monter. Attention pour la dernière vidéo avec James Wiseman. Hein. Je crains le pire. Allez sur les forbans. Non, c'est un trop. Allez, on enchaîne, pardon. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Aucune idée. Alors, si l'été aurait dû profiter pour progresser et malheureusement blessé. Il s'est blessé, donc retard dans la préparation. Donc il attaque la saison pas vraiment au mieux physiquement. Donc il a mis peut-être 2-3 mois à atteindre le niveau espéré. Avant une autre blessure en Euroleague. Exactement. Et au final, vers les mois de février-mars, on le voyait, il commençait à aller plus au cercle, à avoir plus confiance en ses capacités physiques. Et là, la saison s'arrête. Et donc... c'est ce qui explique en partie sa chute, puisqu'au début, on le voyait peut-être entre 10 et 15, dans les choix 10 et 15. Là, ça risque plus d'être entre 20 et 30. On n'espère pas plus bas. On va en parler de son choix de draft, parce qu'il était annoncé même à un moment avec Ian Hayes, top, il était 4e, Hayes 6e, il y avait une énorme hype sur les deux joueurs. C'était il y a 1 an et demi, effectivement, c'était l'été 2019. Il faut prendre en compte avec ses stats, c'est qu'il a sorti certains bons matchs, mais l'année dernière, l'Asvel, et moi, c'est ce que je reprochais un petit peu à Mitrovic, c'est qu'il a jamais, il y avait 3 meneurs et il en a jamais installé un. Et ils tournaient tous, même dans les matchs, et tout le monde jouait. Et tout le monde tournait. Moi, je les ai vus jouer, notamment au Métropolitain l'année dernière, juste à côté à Levallois. Et Théo Malédon, à un moment, fait un bon passage. Boum, il sort, il avait mis comment il s'appelait le meneur ricain. Il y avait Mathieu Strazel qui jouait un petit peu. Il y avait Antoine Dio, il y avait le meneur ricain aussi. Oui, j'ai oublié qu'il y avait des problèmes. Tu m'as compris. Et il tournait pratiquement à 3 ou 4 sur le poste. Donc, et je sens alors, à part le ricain qui prenait un peu plus que les autres, et derrière, il prenait un petit peu plus, chacun prenait un peu. Alors, Théo était plutôt le deuxième meneur, parce qu'Antoine, ça se passait mal avec Mitrovic. Mais il n'empêche qu'il y avait ces rotations-là à plusieurs, et quelque part, ça a été. Moi, je disais, mais c'est compliqué pour Théo quand même, parce que il a besoin de jouer, et quelque part, il y a une vraie énorme concurrence. Alors, ça ne veut pas dire que la concurrence est malsaine, mais quand vous êtes 4 sur le poste et que quelque part, le coach, il enfile un peu à tout le monde, et que la moindre erreur, il y a un mec, une erreur, boum, tu sors, tu mets un autre. C'est dur aussi de s'installer. Quelque part, il faut faire des erreurs et rester sur le terrain pour comprendre ses erreurs. Et là-dessus, je trouve qu'entre ses blessures et ce coaching à 12 quasiment de Mitrovic et de l'Asvel, c'est vrai que sa dernière saison, avant l'arrêt, elle est un peu floue. Après, le point positif qu'on peut retirer de tout ça, c'est qu'il va arriver dans un environnement ultra concurrentiel où il n'y aura pas de cadeau. Et là, on peut dire que d'avoir eu Mitrovic, parce que Mitrovic, on peut lui reprocher des choses, on peut aussi le gratifier d'avoir fait jouer, faire confiance à des jeunes. Enfin, il mettait Malédon, il mettait Strazel sur le terrain. C'est aussi la philosophie de l'Asvel d'avoir lancé ces jeunes-là. Bien sûr, mais c'est pas évident de mettre ces joueurs-là sur le terrain quand le match est important, quand le moment est important. Ils ont réussi à gagner sa confiance. Théo, c'est quelqu'un qui, de par son travail, gagne justement la confiance qu'il n'a pas naturellement à cause de sa timidité, on va dire. Et puis on imagine qu'à l'entraînement, il a vu, il a entendu des choses aussi qui te font progresser. Il n'y a pas que les matchs. Évidemment, les matchs, c'est la fin, c'est le dernier maillon de la chaîne. Être la semaine à l'entraînement avec un Mitrovic qui va te dire là, boum, et il avait un des... tu progresses aussi au quotidien. Un des meilleurs coachs de développement personnel de JP Elite, qui est Joe Gomis. C'est vrai, absolument.
qui est très réputé depuis la fin de sa carrière. Allons sur les qualités et défauts de notre ami. On a un peu parlé. Il est un peu bon partout. Il n'a pas de véritable point fort. Ça fait partie des petits bémols hein, quand tu arrives à la draft NBA. Regardons ses qualités. Donc c'est un gros travailleur. Tu viens d'en parler. Il a beaucoup bossé aussi physiquement. L'intelligence sur pick and roll, tu peux nous en parler un peu plus? On l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur intelligent et ça se répertorie sur son pick and roll. Voilà, pour être bon sur pick and roll, il faut beaucoup travailler avant match, les lectures, les différentes défenses, etc. Il faut être dans les bons timings, il faut savoir driver des deux mains et il faut savoir faire des passes des deux mains. La dernière chose que je viens de dire, c'est la seule chose que Théo maîtrise pas pour l'instant. C'est-à-dire faire des passes à une main des deux mains. Pour l'instant, il est plus sur je prends la balle, je fais la passe à deux mains, comme ça, comme ça, comme ça. Sinon, pour le reste, C'est pas tout le monde qui est capable dans le dribble d'envoyer des trucs comme ça. bien À sûr. ce niveau-là, Mais les meilleurs, si, quand même. les meilleurs le font. Bah ouais, Voilà. clairement. Après, qu'est-ce que tu appelles? J'aime bien, là, on va détailler un petit peu. Qu'est-ce que tu appelles passer à une main? C'est jouer pique comme ça ou comme ça, ce qui est pas compliqué, ou c'est vraiment dans le dribble, dans le envoyer dribble. des trucs comme ça? Dans le dribble. La skip passe dans le dribble main gauche, c'est la plus belle de toutes. Oui, La Doncic. Bah oui, mais là, de toute façon, le but, c'est qu'il soit parmi les meilleurs joueurs du Je monde. ne hein. parle pas forcément de faire des skip passes à la Doncic, mais juste déjà des pocket passes, c'est-à-dire des petites passes à terre entre le grand et le défenseur, parce que le grand est un peu trop sorti. Voilà, la petite passe à terre comme ça, main droite, main gauche, c'est des choses simples qui peuvent créer des décalages. C'est un bosseur, il va y arriver. Hein. On peut lui faire confiance là-dessus. Simplement, pour le moment, il ne l'a pas encore. Mais sinon, sur pick and roll, vu qu'il c'est un gros bosseur, bah, il a les lectures. Et vu qu'il joue à haut niveau aussi depuis déjà plusieurs années, il a des lectures beaucoup plus avancées qu'un joueur qui sort de NCAA et c'est normal. D'accord. Parmi les défauts de notre ami, c'est juste derrière moi. Alors, il va galérer pour défendre sur les dragsters, donc sur les meneurs de jeu Ouais. très rapides. On parlait de Shane Larkin juste avant, mais bon, qui peut défendre sur Shane Larkin? C'est un autre débat, Pas mais moi. on imagine, ouais, pas nous, hein. Aucun sur le plateau, ni en régie, je crois, a priori. Peut-être Polo. Peut-être Polo en cadre un peu. Peut-être Polo. Peut-être Tom aussi, de ceux qui s'enflamment. Oui, il va galérer face aux meneurs adverses en NBA. Après, honnêtement, les gars, Évidemment. quand on prend le top 5 meneurs NBA, qui ne galère pas à défendre sur Non, ses mais bancs? je pense pas que ce soit une affaire de Moi, je vous niveau intrinsèque. moi, Ce sont les profils. C'est-à-dire qu'il y a Moi, des je mecs vous trouve- qui moi, je sont vous trouve petits et dur. rapides. Non, mais- Je vous trouve dur défensivement sur Théo Malédon, qui est un joueur intelligent. Quand on dit intelligent, c'est aussi aller axer. Il a un physique, je pense qu'il va pouvoir s'envoyer des missions sur les postes 1 ou 2, et ça, c'est aussi intéressant. Moi, je vous trouve dur défensivement avec Malédon, qui peut tenir les duels sur des meneurs balle en main et qui peut même défendre sur des mecs off-ball. Donc là-dessus, je vous rejoins pas complètement défensivement sur l'évolution sur ce qu'est aujourd'hui même Malédon. Ce que je dis juste, c'est que c'est pas un stopper de poste 1. Voilà. Il y en a peu qui le sont. On va Mais pas lui c'est pas, demander. Non, non. oui, mais c'est pas ça qui va lui donner du temps de jeu. Voilà. D'accord. C'est aussi important à C'est pas savoir. ça. Ouais, d'accord. Ok. C'est pas C'est ça un qui va bémol lui- plus qu'un défaut. Voilà, c'est ça, c'est un bémol, c'est-à-dire il va pas gagner du temps de jeu parce que c'est un top défenseur, Théo Malédon. Il va gagner du temps de jeu parce que l'attaque va continuer à couler grâce à lui, il va faire les bons choix intelligents, qui sera un défenseur d'équipe intelligent aussi pour ce genre de choses. Mais il va certainement pas gagner du temps de jeu parce que comme je sais pas, un Semi Ojeleye ou j'ai pas d'autres Oui, ou exemples. Pat en tête, Beverley. mais voilà, pas des mecs qui se mettent des missions en défense, c'est pas son style. D'ailleurs, son deuxième défaut, ça rejoint difficulté à créer son tir en 1 contre 1, Ouais. mais on l'attend pas là non plus, j'ai l'impression. On l'attend pas là non plus, mais il va falloir qu'il punisse un peu plus derrière l'écran, ça c'est sûr, quand la défense triche. Pour l'instant, il est très, il arrive à être bon sur les tirs où il s'arrête à 2 pieds, c'est-à-dire en hop step. comme Simultané. ils disent. Simultané, voilà, arrêt simultané. Il a encore un peu de mal en alternative, donc ça c'est à travailler, mais c'est aussi à travailler sur le fait de parvenir dans plusieurs situations à s'arrêter en simultané. Donc c'est pareil, c'est des choses qui vont venir avec le travail et on sait que c'est un bosseur. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'il va... en gros, son plancher est assez haut du fait de son éthique de travail. C'est-à-dire qu'on sait quasiment qu'il peut être un bon role player en NBA longtemps. On sait aussi que son plafond n'est pas très très haut parce que c'est pas celui qui va le plus vite, c'est pas celui qui saute le plus haut, on l'a déjà dit. Donc ça sera pas une superstar, mais c'est un joueur qui est fait pour avoir une longue carrière, que ce soit en Europe ou en NBA. Erwan, Moi- 2 infos. La première, c'est que le joueur américain, c'était Jordan Taylor. J'ai fait 14 matchs pour le retrouver, hein, C'est parce bien, qu'il y a un Jordan moment où il ne Taylor. jouait pas. Voilà, première info, donc à Lasvel, hein, qui est là, Jordan qui est, Taylor, tout à fait. meneur américain à Lasvel. Deuxième chose, c'est par rapport à ce que tu vois de Théo Malédon dans son futur NBA. Moi, c'est l'inquiétude que j'ai autour de Théo, parce qu'il faut toujours un peu des inquiétudes. Et quand des mecs comme ça se lancent dans le grand bain de la draft
à l'aube d'une belle carrière NBA, on lui souhaite, c'est justement, ça me fait penser à un Nando. Nando qui fait tout bien, mais qui n'avait pas de elite move, Pour la NBA. de spécialité pour la NBA. Ah oui, parce que pour l'Euroleague, Et alors après, ça va être. On dit souvent, il faut tomber au bon endroit au bon moment en NBA. Plus que jamais, on a l'impression que pour Théo Malédon, ça va être ça. Je pense que c'est un joueur qui a besoin qu'on le comprenne, qu'on prenne le temps pour lui. Tu vois, s'il tombe chez un coach ricain un peu pas porté sur le développement des joueurs ou sur une franchise, comme ça peut arriver, surtout quand t'es pas un joueur américain, ça peut aussi très mal se passer. Donc plus que pour d'autres, j'ai quand même l'impression que pour Théo Malédon, il faut tomber au bon endroit au bon moment parce qu'il y faudra quelque part un temps d'adaptation. C'est formé à l'européenne et quelque part, il va arriver dans un système où quelque part, c'est un peu chacun pour sa gueule. Parce que la NBA, c'est comme ça, bien plus que l'Europe et la France, je t'en parle même pas. Et j'ai vraiment le fait qu'il fasse tout bien, mais qu'il n'ait pas de spécialité. J'ai l'impression que quelque part, voilà, ça dépend où il va tomber. S'il tombe aux Spurs, par exemple, je dis n'importe quoi, je serais pas inquiet. Parce que. Et pourtant, Nando est tombé au Spurs. Voilà. Pourtant, Nando est tombé aux Spurs. Et ta comparaison, plus que Nando. Mais Nando, il y avait une concurrence de. Bien sûr, mais c'était pour. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de lui faire confiance. Ouais, mais de la comparaison, prendre le c'est temps. pas avec Nando finalement. C'est pas avec Franck qu'il faut la faire, Nikila. Mais Franck, quelque part, il était pour moi un meilleur athlète. Et quelque part, Franck, on peut lui dire, défend. Tout à l'heure, on parlait pas de Beverley, tout ça. Franck, défensivement, peut se rapprocher d'un élite des défenseurs. Ouais, mais finalement, ça, on l'a jamais vu. Je pensais surtout à. Là, tu me parles à terme. Franck avait une hype, et ça marche énormément comme ça. C'est pas vous, les gars d'envergure, qui allez me dire le contraire. Franck avait une hype que Théo Malédon n'a pas ou n'a plus. Voilà. Mais je dis la comparaison parce qu'il est arrivé très tôt dans le monde professionnel. Il a joué des matchs d'Euroleague. Il était dans une équipe performante de Deep Elite. Il est arrivé avec les mêmes qualités, à part la défense, si vous voulez, mais en tout cas, joueur intelligent, bon partout, mais pas d'énormes elite move, en tout cas qualité qui le fait sortir du lot. Moi, je retrouve un peu de Franck Ntilikina et c'est peut-être aussi que sa cote a un peu baissé, peut-être que la comparaison. Il arrive avec un autre bagage que Franck Ntilikina. Absolument, mais il n'empêche. Quand tu as un prospect américain. Pendant les finales de Jeep Elite. Ah ben il a fait le premier match starter. Vincent Collet, il a compris que s'il voulait essayer d'être champion pour une fois avec Strasbourg, il fallait qu'il mette le ricain titulaire. Théo, il faisait pas banquette. Enfin, il avait peut-être un petit peu moins de temps de jeu en finale, mais très peu, quoi. Mais moi, je suis à la fois d'accord parce que c'est vrai pour tout le monde, ça. À partir du 10e choix, de toute façon, si tu tombes pas à l'endroit où il faut, où on va te prendre du temps pour te développer. Mais je pense que, contrairement à d'autres prospects qui sont un peu sur son poste de jeu, qui sont entre 20 et 40, il y a beaucoup de meneurs qui sont prévus entre 20 et 40, des mecs un peu expérimentés de fac, qui sont plus âgés que Théo, mais qui ont un peu plus de bagages, qui ont passé 2 ou 3 ans, voire 4 à l'université. Lui est un peu plus grand, un peu plus costaud. Il peut défendre sur les postes 2. Il peut amener du shoot, puisque je pense qu'il a vraiment progressé. Mitrovic nous disait dans le podcast qu'il voit Théo être régulièrement au-dessus des 40% à terme. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà, être un défenseur correct, shooter qui donne du spacing, un mec qui sait driver, qui est intelligent. C'est tout ça qui va amener à une équipe. Et ça, c'est des choses dont les équipes NBA ont besoin. Et peut-être que Nando avait un profil plus scoreur. Franck est plus défenseur sur des missions. Mais voilà, je pense que la comparaison s'arrête là, au niveau du bon endroit, bon moment, parce qu'il a une telle éthique de travail que ça... Il y a plusieurs endroits où il peut réussir. Alors qu'il y a des prospects qui lui ressemblent, en tout cas qui sont sur son poste de jeu dans cette draft, où vraiment là il faudra un contexte très particulier, mettre le ballon dans les mains, etc. Un rôle très particulier pour qu'il réussisse. Théo a l'avantage de pouvoir défendre de position, de pouvoir attaquer de position. Il offre un peu plus de polyvalence. D'accord. Dans le classement, vous le mettez 23e. Ça nous amène sur quelle franchise on l'a mis à Utah, c'est ça? Ouais, 23, bien, c'est Utah. Il y a plusieurs franchises dans ce range qui vont bien. Il y a Utah, il y a Boston qui a 2 pics un peu plus bas, il y a Milwaukee. Boston, clairement, tu vois, faut pas qu'il y aille, quoi. Boston, moi je te dis, il faut pas qu'il tombe à Boston. Faut pas qu'il tombe à Boston. Brad Stevens, je te dis, il y a 2 Français qui sont passés à Boston sur Brad Stevens. Il les fait pas. Mais c'est la vérité. Mais c'est pas il a un problème avec. Ah, je sais pas. Moi, tu as des infos. Moi, je te dis, ma théorie, c'est quand je vois que Brad Stevens, on aime bien, qui est un super coach. Brad Stevens ne fait pas jouer par exemple un Gershon Yabusele. Je serais curieux de parler avec Gershon de ça.
mais que derrière Gershon se barre, peut-être qu'il n'a pas tout fait bien, mais que Grant Williams derrière rentre dans une rotation, je suis désolé, Gershon, intrinsèquement, il a 2 Grant Williams dans les jambes. Vincent Poirier, cette année, ils ont eu des problèmes sur défense pick and roll avec leurs grands, ils étaient obligés de faire jouer Kanter pour mettre des points, mais derrière, ils se faisaient démonter sur pick and roll. Tace, c'était très bien, mais bon, il peut pas jouer 40 minutes, et puis quelque part, on n'est pas non plus sur un grand défenseur pick and roll où ils se sont fait marbrer, il n'a jamais fait jouer Vincent. Je veux bien, mais en tout cas, voilà, moi, tous les Français qui sont passés sous Brad Stevens, clairement, quand je dis tomber au bon endroit au bon moment, tomber à Boston avec toute la franchise qui bosse très bien, certes, mais pour un Français tomber à Boston, au-delà des postes et tout, moi, je crois que Brad Stevens, il y a un petit souci là-bas, quoi. On verra, on n'a pas d'infos. Utah, ça m'excite un peu plus. Non, c'est ma théorie. J'ai le droit d'avoir des théories. On peut mettre des théories. Tu l'accuses un peu de racisme, mais bon, non, pas de racisme. Non, mais pas de xénophobie. C'est xénophobie, Brad Stevens. Et c'est pour ça que je dis, on n'a pas d'infos. Pas du tout. C'est pas le premier Français qui se fait boycotter. Je parle plus de boycott à la limite. On va pas aller dans des extrémités. Mais le fait est que Brad Stevens, il prend pas toujours le temps de développer des mecs. Gershon, il n'a pas voulu le développer, alors qu'il aurait peut-être pu rentrer dans la rotation. Moi, surtout le cas de Vincent, sur un poste où ils ont eu des problèmes, il n'a pas voulu le développer. Et sur le poste de meneur, il y a quand même Marcus Smart, Kemba Walker. Je pense Et pas. Brad Wanamaker. Et Brad Wanamaker qui a fait des super playoffs. Je pense pas qu'à Boston, Brad Stevens et les Celtics prendront le temps de développer Malédon. Il n'y a pas de racisme ou quoi que ce soit. Il y a juste des faits qui sont là. Malédon, c'est À Utah, ça m'excite. On a le droit d'avoir des théories. Voilà, moi, je souhaite le meilleur pour nos Français, contrairement à Brad Stevens. Donc, je veux pas qu'il aille aux On demandera à Gershon son avis. On va attendre que Vincent continue sa carrière pour lui poser la question, effectivement. Si eux aussi ont le même sentiment, je dis juste que. Moi, je lui ai déjà posé la question à Vincent, mais bon, c'était. Des infos. Non, mais par rapport à Boston, de toute façon, ils ont 3 choix, ils ont beaucoup de joueurs, très peu probables, qui récupèrent. Enfin bref, ils essaient de trader pour monter. Bref, c'est une autre affaire. Mais parlons plutôt d'Utah. Là, les Français sont respectés à Utah. Ah oui. Ok. Les Français. Audi, Babac. Mais là, pareil, tu vois, tu prends le contexte Boston, je prends le contexte Utah. Eh ben, Théo, il arrive déjà. Il y a Rudy qui est là, qui est l'une des figures emblématiques de la franchise. Donc ça va lui faire une espèce de guide. Je pense que là-bas, il y a un bon coach. On aime développer des jeunes. On a vu. Raul Neto, il a joué pendant longtemps. Avec un petit rôle. Moi, je pense que Théo Malédon a au moins les qualités à minima de Raul Neto. Tu l'aimes pas. Donc, c'est un bon petit joueur en plus. Mais donc voilà. Je pense que le contexte Utah correspondrait beaucoup mieux à Théo Malédon. Ce qui est important pour Théo, c'est d'avoir un autre arrière dans l'effectif qui soit capable de créer. Parce que lui, comme on disait, avec Donovan Mitchell, c'est très bien. Parce que lui, il ne va pas forcément pouvoir prendre à son compte la création, peut-être un peu face à des bancs, face à des second units, mais pas face à des titulaires. Donc si tu veux avoir des minutes, c'est bien d'avoir un arrière à côté, et lui, il peut fluidifier tout ça. Voilà, il peut rendre facile les choses, mais c'est pas lui qui va créer le décalage. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir un fort arrière à côté. Denver, c'est très bien. Utah, c'est très bien. Milwaukee, c'est un peu Denver, c'est particulier. bouché de fou. Denver, il y a Jamal Murray et Monte-Morris. Ah bah ouais, c'est bouché. C'est un peu... Ils sortent de finale de conf, c'est ce que j'appelle Théo être deuxième meneur l'année prochaine dans une équipe, c'est ça aussi. Mais non. Si tu parles de développement, il va falloir. Après, je pense qu'on imagine qu'il va manger de la G-League et tout. Moi, j'aime bien vraiment Utah parce que je pense qu'avec Mike Conley en plus, alors je ne connais pas personnellement, mais j'ose espérer que ça soit plutôt ce rôle d'un peu de grand frère et tout. Donc, moi, Utah, je trouve ça parfait. Moi, Denver, je trouve que c'est archi bouché. Et même s'il va faire un peu de G-League et qu'on n'imagine pas tout de suite Théo Malédon être deuxième meneur NBA, surtout d'une équipe qui sort d'une finale de conf, mais il va falloir aussi avoir des perspectives, même si elles ne sont pas sur une année, sur la première saison, dès la deuxième, avoir des perspectives de temps de jeu. Et en ça, Denver bouché, Boston bouché. Donc c'est pour ça tomber dans la franchise qui lui dira tiens, tu vas alterner G-League, NBA, et puis l'année prochaine, tu rentreras complètement dans la rotation. Il a un profil Monte-Morris. Que je parlais de. Pour moi, c'est à peu près le rôle dans lequel je l'imagine à terme en NBA. D'accord, très bien, de toute façon. On lui souhaite, hein. Parce que Monte-Morris, c'est un super joueur. Monte-Morris, on aime beaucoup. Une bulle magnifique. pas Si, bien sûr. Super joueur. Monte-Morris, c'était quand il sortait de fac, c'était le joueur typiquement qui était très intelligent, long, donc capable de défendre de position, et qui perdait jamais le ballon.
Ça, c'est très important. Il en met fait. dedans le coquin. Bah, il s'est Il met découvert. dedans. À l'époque, moins. Ah ouais, mais il s'est là, il a découvert, bossé, il peut mettre un dedans. joueur hein. sur pick and roll de très très haut niveau dans le On aime scoring beaucoup. et très fiable sur les tirs extérieurs. On a fait le tour sur notre ami Théo Malédon. On va souhaiter en tout cas qu'il soit drafté au premier tour. Ça faisait partie des petites interrogations. Ça change tout quand même. Bah oui, déjà Ça te contractuellement déjà. Et oui, ça te garantit un Ouais. contrat, donc ça te laisse le temps de dire voilà, j'ai 4 ans pour bosser, ça te met des perspectives, c'est important. C'est Okobo qui avait été drafté deuxième tour et Ouais. qui avait 31. eu un 31, un truc comme ça, tout 31, début du deuxième tour. Mais Phoenix avait dit on te donne un contrat Ouais, sur de- 2-3 de- ans. de- de- directement. 2 ans, je crois. C'était 2 ans. C'était 3 ans, parce qu'on est En déjà fait, dans la c'est troisième juste année, non que le premier tour, les contrats sont inscrits dans les règles de la NBA, donc tu es sûr d'avoir tes 3 ans avec une qualifying offer à la fin de la troisième, je crois. Et au deuxième tour, ils font un peu ce qu'ils veulent. En gros, c'est ça la règle. C'est 2 ans minimum, mais voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent au niveau des montants, etc. Donc ils ont pu offrir un bon salaire à Ellie qui était en début de second tour, mais au premier tour, tu as l'assurance de l'avoir. Écoutez, on espère que ce sera Théo sera avec Kylian Hayes, les nouveaux Français qu'on retrouvera l'année prochaine en NBA. D'ailleurs, la saison reprendra a priori, c'est signé le 22 décembre. Donc pourquoi pas Théo Malédon sur les parquets NBA à Noël. Les amis, il nous reste un seul mec à scouter. C'est notre ami James Wiseman, intérieur beau bébé. Encore une fois, on se retrouve dans quelques jours. Et puis sinon, on se retrouve en direct aussi le 18 novembre avec les gars d'envergure sur Twitch. Merci à tous. Et Ciao. on embrasse, Erwan. et on embrasse Brad Stevens, évidemment. Évidemment. Vive la France.